Merwan, on est vraiment ravis de t'accueillir. C'est un vrai plaisir de te voir ici. Tu fais partie des personnes qui sont invitées à plusieurs conférences plénières le même jour. Donc merci d'être là. Bon, alors Merwan, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc je vais être assez bref, Merwan. Je ne suis pas là pour dire que tu es le meilleur et tout ça. Mais voilà, Merwan, il a un parcours assez exceptionnel. En gros, c'est quelqu'un qui est un leader dans tout ce qui est communication sans fil, donc à la fois en France et internationalement. Donc il a fait beaucoup de choses, il a été reconnu un peu partout, par l'Europe via des récompenses de l'Eurasip, l'ERC, par l'I3E via plein de reconnaissances sur des articles primés, sur voilà, son titre de fellow en 2015. Donc il y a une longue liste. Si je pouvais le résumer en 2 secondes, Merwan, c'est un chercheur qui aime bien l'appliquer et le concret, mais qui est extrêmement sensible à tout ce qui est recherche fondamentale, que ce soit en mathématiques, en physique et en sciences, computer science, je vous laisse traduire. Il est très sensible à ça et il a largement aidé ces communautés-là à vivre et à créer une activité assez intense. Voilà, ce que je peux encore dire, c'est que c'est quelqu'un qui est assez exceptionnel. Je sais que dans la recherche, on a tous un certain ego, des fois on peut être un peu individualiste. C'est pas le cas de Merwan, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur le collaboratif, et ça se voit au final, avec tous tes travaux que tu as fait. Je crois que maintenant tu as plus de 50 000 citations. Tout ça, t'en es à l'origine. Et c'est aussi grâce à des collaborations bien faites que tu en es là. Donc un grand merci à Merwan d'être là, et je te cède la parole. Super, comme ça on va tout garder dans les temps. Merci. Écoutez, je suis très ravi d'être là, et en même temps j'ai eu l'occasion de voir toute la communauté ici au GRETSI. C'est déjà les organisateurs, c'est un travail formidable que vous avez fait, et réunir autant de gens de cette communauté-là ici à Nancy, effectivement un grand honneur pour moi de venir vous présenter un petit peu ma vue des choses que je vois aujourd'hui au niveau de ce que j'appelle l'intersection entre le calcul et les communications, qui est un sujet important. Et ma présentation est principalement en fait dirigée vers les thésards, dans lesquels ils pourront puiser, je pense, un certain nombre de sujets sur lesquels ils peuvent se lancer sur des travaux. Et je pense qu'ici on a les prémices, je dirais, d'une petite roadmap de 5 à 10 ans de travail qui permettrait de reconstruire un petit peu ce que j'appelle les fondations sur lesquelles toute notre communauté, bien sûr, a travaillé depuis un certain temps, en particulier les travaux de 1948, dont je parlerai, qui ont été très importants en termes de discipline et qui ont effectivement abouti à ce que le GRETSI, à ce que c'est le GRETSI aujourd'hui. Alors, en ce qui me concerne, mon nom est Merwan Deba, et je suis aujourd'hui en fait Chief Research Officer d'un centre de recherche qu'on appelle le Technology Innovation Institute, qui est globalement une nouvelle initiative qui a été mise en place par Abu Dhabi pour créer un centre de recherche appliqué avec autour de 1000 personnes, avec cette idée de faire ce qu'on appelle la transformation d'une économie basée sur le pétrole vers une économie de la connaissance, avec un deadline qui est assez strict, plus que l'objectif est effectivement d'arriver à faire cette transformation du pays à l'horizon 2030. Et parmi les sujets effectivement qui ont été abordés, on a construit un certain nombre de centres, et donc là je travaille activement sur le développement des centres, et là vous avez fait un petit peu les sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui pour Abu Dhabi, mais également pour notre communauté, et sur lesquels on a des centres et des chercheurs. Chaque centre aujourd'hui a une taille globalement de 50, 60, avec un objectif de devenir à 100 personnes, avec des domaines qui vont des matériaux. Il fait très chaud à Abu Dhabi, on essaie de trouver des nouveaux types de matériaux qui résistent aux températures. La partie robotique est extrêmement importante, on est sur des conditions de chaleur extrêmement importantes sur lesquelles des travaux manuels ne peuvent pas être faits pendant quasiment 3-4 mois l'été. Et donc tous les centres qu'on a mis en place sont en lien effectivement avec des domaines sur lesquels la région, et en particulier Abu Dhabi, est extrêmement sensible, et en particulier sur le dernier thème que j'ai mis en rouge, qui est très important pour moi, qui est l'IA et la partie Digital Science qui concerne les télécoms. Alors, un constat déjà, en termes de communication sur lesquels on travaille, on sent bien que dans notre communauté, on est arrivé à un certain nombre de limites, d'accord? Et ces limites, on les connaît, c'est la limite de Shannon, et sur lequel déjà, globalement, on se dit, bon, on parle de 6G, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus que ce qui a été fait, sachant que, globalement, on a développé la théorie, on a développé les codes correcteurs d'erreur, et globalement, les limites sont là, il n'y a rien à pousser. Et donc, globalement, on sent que
aller plus loin est assez problématique parce qu'on n'a pas une bonne compréhension de ce qu'on pourrait faire et qui pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et souvent, dans mes années passées, j'ai eu des discussions avec des grands leaders qui me venaient me parler, en particulier d'entreprises, en voulant effectivement dépasser des limites de Shannon, et sur lequel j'ai eu des discussions en disant mais on ne veut pas dépasser la limite de Shannon, elle a été définie, donc de quoi vous parlez? Deuxième également limite, c'est la limite de Moore, en termes de calcul. Et là on le voit aujourd'hui, avec les grosses contraintes et également la géopolitique dont vous êtes tous sensibles aujourd'hui, en particulier entre Taïwan et sur les semi-conducteurs, et sur lequel on voit bien qu'on n'arrive plus à graver et à descendre rapidement, et globalement on n'arrive plus à mettre beaucoup plus, grosso modo, de transistors sur une certaine surface, et on sent bien que, en termes de chaleur, en termes effectivement de consommation, ça pose des problèmes si on ne revoit pas entièrement la copie sur laquelle on travaille. Également, la limite également sur les architectures. Les architectures, comme vous savez, de calcul, elles datent de von Neumann, avec une idée de von Neumann assez claire de séparer ce qu'on appelle la computing unit, l'unité de calcul, de ce qu'on appelle effectivement l'unité de stockage, ou la storage unit. Et avec une idée assez simple qui est globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un calcul, on va faire passer les données vers le calcul et ensuite remettre les données là et les stocker. C'est comme ça qu'on fait un calcul matriciel. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des limites effectivement sur le temps effectivement de faire passer cette information entre l'unité de stockage et l'unité de calcul. Et aujourd'hui, on se pose des questions sur les architectures qu'on appelle post-von Neumann. Von Neumann étant, comme vous savez, un grand mathématicien du XXe siècle et sur lequel, entre autres, à part la partie un petit peu calculatoire et l'ordinateur qu'il a mis en place, a fait d'autres contributions, en particulier de théorie des jeux, etc. Et donc là, la grosse question, c'est comment effectivement à ramener de manière très proche à la fois la partie calcul et la partie stockage, de telle façon de faire ce qu'on appelle du in-memory computing, pour accélérer un petit peu le processus qu'on veut faire en termes de calcul. Et donc aujourd'hui, on est face à ce que j'appelle des murs. Et d'ailleurs, peut-être le débat parlera aussi de ces murs-là, est-ce qu'on doit les solutionner ou non. Et on se retrouve avec des murs, et donc j'ai parlé de ces murs-là qui sont le mur de la mémoire, les murs de la logique, le mur de la puissance de calcul, et les murs thermiques, et également tout ce qui est l'interface en termes de comment faire passer ces messages d'un point à l'autre, d'un point à un autre. Alors il se trouve que notre communauté en particulier n'a pas eu, je dirais, ces dernières années de véritables breakthroughs en termes de nouveautés. Et on le sent bien que la majorité des travaux sur lesquels on repose tous ont été faits dans les années 48, avec où on peut aller jusqu'à 1927, avec au départ le théorème de sampling de Nyquist, puis une flopée de travaux et le contexte historique explique aussi pourquoi 1948 est une date phare, et on le sait avec la déclassification de beaucoup de documents à l'époque suite à la Seconde Guerre mondiale, mais la théorie de Shannon a été faite en 1948, la théorie des architectures de von Neumann de 1948, la loi de Moore 1965, également le fameux livre de Wiener qui s'appelait à l'époque Le Péril jaune, parce qu'il avait une couverture jaune et tout le monde avait peur de ce bouquin-là tellement il était compliqué à lire à cette époque-là, et sur lequel l'ensemble de la communauté traitement de signal, l'ensemble de la communauté théorie de l'information et l'ensemble des communautés sont lancés, et sur lequel je dirais que toute notre communauté a essayé de faire l'ingénierie de ces concepts-là, qui est pas facile. Je prends la théorie de l'information, effectivement, entre les résultats qui avaient été développés par Shannon et l'aboutissement, ça nous a pris un certain nombre d'années, en particulier 1993 qui a été une date phare pour le cas français avec les turbocodes, pour essayer d'atteindre ces limites-là sur lesquelles il y a eu des développements assez importants. Et je dirais qu'on est un peu perdu aujourd'hui sur la voie à prendre devant nous et sur les échéances qu'on a en termes de développement plus importants de ces disciplines-là. Et on est également un petit peu à la recherche de pairs spirituels dans la discipline, de se dire est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui va également développer de nouvelles théories qui vont nous permettre également de relancer toute une industrie dans les 100 prochaines années à développer, je dirais, l'algorithmique de ces concepts-là. Et donc là, c'est effectivement un appel que je fais à l'ensemble de la communauté académique, puisque vous êtes les plus concernés par ça, pour essayer effectivement de vous lancer vers des défis beaucoup plus, disons, risqués, avec beaucoup plus de challenges, et sur lesquels vous arriverez en fait ensuite à impacter toute notre communauté qui va essayer de travailler sur l'ingénierie de vos concepts. Alors, avant de faire ça, on va essayer de discuter un peu du constat que je vois actuellement. Donc ça, c'est personnel, c'est le constat que je fais. Je suis quelqu'un qui bosse depuis un certain nombre d'années dans le domaine des télécoms, et donc sur la partie télécom ou sur la partie computing, j'ai eu un peu d'expérience pour voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui et quelles sont les prémices qui permettraient de développer certaines pistes pour ça. Je ne vais pas vous donner les pistes aujourd'hui complètement, mais un petit peu ce que je pense des voies sur lesquelles on pourrait se lancer. La première chose qui a changé dans les communications et qui donne une opportunité, c'est globalement le fait que pendant longtemps, en particulier dans le modèle shannonien, on avait un transmetteur, un récepteur, et l'environnement était considéré comme une entité indépendante du transmetteur-récepteur.
Ces dernières années, on a commencé à développer ce qu'on appelle des environnements intelligents. Ces environnements intelligents, en fait, font que globalement, l'environnement dépend et est contrôlable. Et le fait qu'il soit contrôlable, ça change complètement le paradigme, puisque dans un contexte où on a une capacité finie de transmettre des bits d'un point à un autre, là, globalement, on a également la capacité de changer le canal. Alors, c'est pas un concept nouveau, on le sait. Beaucoup d'étudiants savent que quand ils font des expériences et qu'ils développent un système de transmission et que le débit n'est pas bon, et ben globalement, ils font bouger les choses. Et donc, c'est ce qui se passe. Vous passez un coup de fil, vous bougez dans une autre position pour avoir un meilleur canal. Malheureusement, le faire physiquement était compliqué, et là, il se trouve à travers ce qu'on appelle un certain nombre de technologies, en particulier ce qu'on appelle les surfaces intelligentes, on arrive à contrôler ça de manière complètement numérique. Et donc, on arrive à changer les propriétés de notre environnement afin qu'elles deviennent beaucoup plus constructives vers notre destination par rapport à des propriétés quasiment destructives qu'on avait avant. Et donc ça, c'est un gros changement de paradigme. Plus globalement, l'environnement n'est plus une limitation et est un élément contrôlable, et c'est contrôlable par le transmetteur pour essayer de modifier. Et donc on a une grosse, je dirais, communauté en France qui a lancé ça, en particulier le professeur Mathias Fink de l'SPCI, qui a développé depuis un certain nombre d'années tout l'ensemble des idées qu'il avait sur le retournement temporel et qui a ensuite exploité l'ensemble de ces idées-là sur des environnements intelligents à travers des ondes électromagnétiques dans le domaine qu'on connaît, qui sont le domaine du gigahertz. Deuxième chose également sur lequel ces dernières années il y a eu un changement assez important qu'on n'a pas exploité, c'est le fait globalement qu'on a de la mémoire. Dans le système shannonien de transmission classique, globalement, à chaque fois qu'on transmet, tout est oublié, à savoir qu'on retransmet à chaque fois. Là, globalement, le fait qu'on transmet, quand on transmet, on peut stocker le passé, et en particulier, on peut stocker ce passé-là, et on peut effectivement en extraire un modèle. Et donc, on peut globalement développer des concepts dans lesquels on arrive à développer ce qu'on appelle du common understanding, un genre de modèle partagé sur lequel les transmissions peuvent se faire. C'est un point que Shannon avait déjà mis en place, qui s'appelait ce qu'on appelle les communications sémantiques, et sur lequel l'ensemble de la communauté s'est lancé aujourd'hui, pour essayer d'exploiter le fait que plus on transmet, moins on a besoin de transmettre après. Donc il y a un vrai effort en termes d'exploitation de cette compression sur lequel on peut arriver. Le troisième point également, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des fréquences de plus en plus hautes, en particulier les térahertz, et sur lequel on arrive à exploiter de nouveaux phénomènes physiques. Alors, vous avez fait un petit peu d'électromagnétisme. En général, on vous donne souvent ce qu'on appelle l'approximation far field. Et on a l'approximation EJ oméga T moins KR, qui est classiquement la solution que vous allez utiliser pour solutionner les équations de Maxwell. Vous la faites parce que c'est simple pour solutionner les équations de Maxwell. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de calculs et sur lesquels on peut solutionner les équations de Maxwell avec d'autres modes de transmission. Et ces modes de transmission vous donnent effectivement la capacité d'avoir des gains, pas forcément des gains capacitifs, ça peut être des gains de complexité en termes de transmission, et on passe d'un raisonnement où on fait des transmissions dans un système qu'on appelle Massive MIMO vers un système qu'on appelle le Massive Mode. Et ça, vous avez dû voir un petit peu les dernières press release qu'il y a eu sur, par exemple, l'OAM, l'Orbital Angular Momentum, qui exploite ces modes de transmission aujourd'hui, parce que quand vous résolvez, vous faites une solution des systèmes d'équations de Maxwell, vous avez un certain nombre de modes de transmission, vous allez exploiter ces modes de transmission, qui va également à un nouveau concept qui est mis en place aujourd'hui dans la communauté qu'on appelle les systèmes holographiques MIMO, qui ont poussé également beaucoup de travaux, et jusqu'à également la thermodynamique des communications. Et dernier point sur lequel également il y a un changement de paradigme, c'est qu'en termes de traitement de signal, en général, à chaque fois qu'on avait ce qu'on appelle des impairments, donc des problèmes dans la transmission, on a toujours la même solution, c'est de faire en fait une compensation de ces problèmes-là. On fait ça parce que globalement, on veut revenir dans notre zone de confort, parce que c'est compliqué, et donc on a un problème non linéaire, et bien ce qu'on fait, on fait un développement du premier ordre, on fait une linéarisation pour solutionner ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de résultats, en particulier sur la transformée de Fourier non linéaire, j'en parlerai après, qui permettent effectivement d'exploiter des modes non linéaires, et sur lequel on n'est plus dans une logique de se dire, s'il y a un PAPR, je vais essayer de compenser le PAPR, je vais prendre le modèle tel quel avec ses non-linéarités, et je vais essayer de trouver les formes d'ondes qui permettent d'exploiter effectivement ces non-linéarités et de transmettre au maximum. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, on le sait depuis un certain nombre d'années, mais il se trouve que les outils aujourd'hui le permettent. Alors, bien sûr, si vous spécifiez un petit peu le type de non-linéarité que vous avez, dans le cas que je disais tout à l'heure pour les équations de Schrödinger, on a eu un certain nombre d'années, en particulier mon groupe qui travaillait à l'époque sur la fibre optique avec ce qu'on appelle la transformée non linéaire pour la fibre optique. Mais vous avez également aujourd'hui des techniques d'apprentissage, le machine learning, qui aujourd'hui vont vous trouver les modes de transmission dans un système non linéaire et avec des amplificateurs non linéaires et avec toutes les contraintes que vous avez après. Alors, j'ai listé ce que je pense, moi, sont des directions prometteuses pour notre communauté. Maintenant, bien sûr, c'est un choix personnel.
Vous auriez pu rajouter du quantique, il y a plein de choses à faire, je ne peux pas tout lister, et je pense globalement que c'est des challenges qui sont résolvables dans le time frame de 5 ans à 10 ans, qui est grosso modo l'objectif dont je parlais de 2030, et sur lequel notre communauté a beaucoup apporté en termes de compréhension de ces problèmes-là et de trouver des systèmes qui permettent de gérer ça. Alors, le premier problème que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'information électromagnétique. Alors, c'est quoi la théorie de l'information électromagnétique? Globalement, c'est de revisiter l'ensemble des concepts de théorie de l'information qu'on avait, en prenant effectivement le fait que le mode électromagnétique qu'on a n'est plus des conditions de ce qu'on appelle de far field, mais exactement ce qu'on a, avec la capacité qu'on a en termes de calcul. Alors, le fait de faire un bridge entre la partie électromagnétique et la partie théorie d'information, enfin en partie physique et théorie d'information, n'est pas nouvelle. Gabor, en 1953, avait déjà écrit des papiers assez importants en réplique à ce que Shannon avait écrit en 1948 en disant « Mais attends, une transmission, c'est de la physique et c'est anormal que tout le concept de télécom est géré par des mathématiques, en particulier par une approche probabiliste du système, et on ne met pas dans le coup un peu de physique. » Alors, il se trouve que ça fait depuis longtemps que des gens veulent faire une fusion de disciplines. Vous avez dû voir le nombre de papiers, aller sur Archive, où Shannon rencontre quasiment n'importe quelle personne. Il a rencontré Carnot, il a rencontré Turing récemment, il a rencontré Nyquist, il a rencontré Wiener. Je sais qu'il y a eu beaucoup de papiers dans notre communauté sur When Shannon Meets Wiener, avec la dualité information mutuelle MMSE. Et donc la question qui se pose, c'est à quoi ça sert globalement de revisiter des résultats. Alors sur le cas Shannon meets Wiener, on a eu quand même des résultats assez intéressants où l'actuelle solution qu'on avait, qui était le water filling, donc vous êtes tous un peu conscients qu'on fait de l'OFDM, et qui a un gros problème parce que globalement on se retrouve avec une problématique où on maximise une capacité, où on suppose qu'on a ce qu'on appelle les entrées gaussiennes, mais à la fin quand on gère le problème, on est avec des constellations finies. Et ça faisait depuis longtemps qu'on savait qu'en fait, qu'il fallait faire la technique du water filling en prenant des contraintes où on avait des constellations fixes, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on fait. Et trouver effectivement quels sont le débit et la puissance sur laquelle émettre. Et donc ça, c'était un problème insurmontable d'un point de vue mathématique à résoudre. Il se trouve que la relation I-MMSI, pour ceux qui sont un peu sensibles à ça, qui permettait de gérer le lien entre le minimum mean square, donc Wiener, et la partie information mutuelle, a permis de venir avec des solutions du type Mercury water filling, qui vous fait gagner presque 3 dB dans certains scénarios. Et donc, il y a une façon de revisiter des résultats qui permet effectivement d'exploiter, d'améliorer encore les systèmes de transmission dont on avait. Donc, refaire une fusion de 2 domaines et revoir le problème différemment vous donne effectivement la capacité de faire ça. Mais de mon côté, c'est très simple. En fait, ça a un impact strict sur les systèmes qu'on développe aujourd'hui sur les fréquences hautes. Parce que sur les fréquences hautes sur lesquelles on développe et sur lesquelles l'approximation far-field n'est plus pertinente, alors far-field, ça ne veut pas dire que vous êtes loin. En général, le fait d'être loin ou proche n'est pas une question de distance, tout est relatif, c'est lié à votre taille d'antenne et la fréquence que vous avez. Et vous allez voir que des concepts qu'on avait très simplement en MIMO, où on disait que la visibilité directe est très mauvaise en MIMO. Pourquoi? Parce que si vous êtes en visibilité directe, vous avez une matrice de rang 1, d'accord, ce qui est normal, puisque vous avez une matrice de rang 1, et donc le nombre de degrés de liberté de transmission est 1. Et donc en termes de capacité, vous avez un multiplexage de 1. Mais en fait, au moment où vous considérez exactement les équations de Maxwell avec les fréquences que vous avez, là je vous donne un exemple très simple, et dans lequel vous avez des ondes sphériques du fait que votre transmission est gérée par les fréquences dont on parle pour la pause 5G, on se retrouve sur un scénario MIMO classique avec du line of sight, où globalement on pensait qu'on avait un degré de liberté, ce qu'on appelle les degrés of freedom pour ceux qui sont sensibles à ça. Et là vous voyez que si on prend une longueur d'onde d'à peu près 0,01 mètre, en line of sight, avec des tailles d'antenne dont je parle qui sont de 0,2 mètres, 2 mètres et d'une distance de 10 mètres, on se retrouve quasiment avec des degrés de liberté qui sont de 40. C'est-à-dire que vous pouvez multiplexer le nombre de données avec 40 flux de données. Et ça vous donne effectivement une façon de revisiter. J'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails parce que ça fait un certain nombre d'années que je travaille avec des collègues, en particulier italiens, Luca Sanguinetti, sur ce type de résultats, et dans lequel on a développé également de nouveaux types de formes d'ondes appropriées à exploiter ces systèmes-là avec des ondes sphériques sur les transmissions. Et bien sûr, aujourd'hui c'est possible parce que il y a eu de gros breakthroughs en antenne. Et donc, je vous conseille, si vous avez le temps, de passer plus de temps, en particulier avec le comité de traitement de signal, à lire un petit peu les papiers qui sont publiés dans IEEE Antennas and Propagation, quelque chose que j'ai fait il y a 5 ans, qu'on m'avait demandé de faire, en tout cas ma hiérarchie, pour essayer de mieux comprendre un petit peu les progrès qui ont été faits. Et aujourd'hui, toute la communauté radar
et d'autres types de communautés qui avaient développé des antennes assez sophistiquées, c'est le type aujourd'hui d'antenne qu'on utilise dans les télécoms et sur lequel on a la capacité d'exploiter les résultats dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous avez un petit panorama de ce qui va vous arriver dans les années à venir et sur les types d'antennes qu'il faudra prendre en compte. Deuxième point sur lequel je pense qu'il y a également un effort à faire et il y a une direction prometteuse, c'est le traitement de signal non linéaire. Donc ça, on en parle depuis un certain nombre d'années et aujourd'hui, on se retrouve avec des non-linéarités qui deviennent de plus en plus perturbantes. Et elles deviennent de plus en plus perturbantes pour plusieurs raisons. On a des grosses contraintes de pousser un peu plus la fibre vers des débits de plus en plus importants et grosso modo, tous les éléments qu'on utilise dans un système de communication sont de plus en plus non linéaires. Les amplificateurs sont non linéaires et aujourd'hui les puissances sur lesquelles on fait travailler les systèmes font qu'on a ces non-linéarités qui apparaissent très rapidement et les fréquences également qu'on utilise gèrent ces non-linéarités. Et donc c'est pas un concept nouveau de se dire comment résoudre ce problème-là. Et résoudre ce problème-là est un problème très compliqué puisque la première chose que vous allez faire c'est soit du back-off, donc revenir en arrière en réduisant votre puissance pour rester dans le régime linéaire et avoir une entrée-sortie non linéaire et même invariante et trouver en fait des formes d'ondes qui marchent, ou essayer de prendre le problème comme il faut. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu un gros shift, en particulier de la communauté de physique, qui a travaillé énormément sur un concept qu'on appelle les inverse scattering transform, et sur lesquels j'avais mis mes équipes à l'époque, et sur lequel aujourd'hui, sur la fibre optique, on est non seulement arrivé à développer le concept pour trouver les modes de transmission dans ces fibres-là, et faire ce qu'on appelle la transformée de Fourier non linéaire, mais également faire la NFFT de ce système-là, et sur lequel on arrive en fait à exploiter complètement le système en termes de transmission sur une certaine gamme. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de lire les papiers de Hartmut Afferman sur ce sujet-là qui a été fait. Et également, même dans le système MIMO et dans d'autres systèmes, bien sûr, on revoit tous les problèmes sous l'angle de ces aspects-là avec des gains importants. Un moyen de le faire au point de départ, et c'est toute la communauté de type Jacoboidis et autres, où globalement on va prendre le système pas en séparant mais comme une boîte noire, donc c'est quand même une approche, je dirais, moins de compréhension, mais sur laquelle on arrive à développer des formes d'ondes numériques qui vont être en fait des modes propres pour ce genre de transmission, dans lequel on développe des techniques de machine learning. Même si le canal change, c'est pas grave, on arrive à faire des techniques de transfer learning qui marchent assez bien. Et ensuite, effectivement, toutes les approches un peu plus du type boost gang decomposition, quand vous me donnez des caractéristiques particulières de ce système-là. Il y a beaucoup de travail encore à faire, parce qu'on en est encore loin, parce qu'il faut spécifier le type de non-linéarité, et sur lequel, aujourd'hui, on arrive à avoir des gains, sur lequel on arrive à pousser un petit peu le système encore plus loin. Troisième également point qui me tient à cœur, c'est un système sur lequel depuis beaucoup d'années notre communauté a travaillé et sur lequel aujourd'hui on n'a pas eu de solution. Et ça, c'est tout simplement les systèmes dans lesquels vous bougez rapidement. Le contexte pour bouger rapidement devient de plus en plus important. Plus sur le contexte, j'ai pas l'occasion d'en parler, mais sur les KPIs, ce qu'on appelle un petit peu les prérequis de la 6G, on parle beaucoup de couverture 3D. Et sur ces couvertures 3D, on parle beaucoup de drones, et sur lesquels les vitesses de transmission sont extrêmement rapides, et sur lesquels tout bouge assez rapidement. Et là, globalement, on sait bien qu'on est face à ce que je dirais des formes d'ondes post-OFDM. Alors ça fait longtemps que notre communauté le sait. C'est pas nouveau. Et on sait les limitations de l'OFDM. On sait quand est-ce que l'OFDM est optimal, d'ailleurs. Vous relisez le papier de Shannon, il vous dit que quand vous avez ce qu'on appelle du CSI au transmetteur, donc vous connaissez le canal en transmission parfaitement, la meilleure façon de transmettre, c'est de couper le canal en sous-parties et faire ensuite une technique de water filling sur chaque sous-partie. Il se trouve que dans les années 60, les Américains avaient développé des systèmes qu'on appelle des systèmes kinéplex, avec des amplificateurs un petit peu analogiques, ça revenait un peu cher, et il se trouve que toute la logique et FFT qui est arrivé après dans les années 70, puis avec le cyclique préfixe, a permis d'aboutir à ça. Mais on est optimal que dans ce contexte-là. Aujourd'hui, si je regarde un système de transmission, on a tous les problèmes que je liste à droite. On a la mobilité, on a le fait qu'on est dans des systèmes multibandes, ça veut dire grosso modo, on n'a plus une bande pour transmettre. J'ai 2 MHz ici, 4 MHz ici, 10 MHz ici, 100 MHz quelque part. Et on me demande de transmettre sur ce système disparate, ou si je commence à faire du filtrage, je vais perdre beaucoup d'efficacité spectrale, et sur lequel il faut que je trouve une forme d'onde qui permet d'exploiter de manière complètement large sur des bandes qui sont interdites mes transmissions. Il y a également toute la partie flexibilité, où on n'a pas également une logique de maximiser
uniquement la capacité, les non-linéarités dont je parlais tout à l'heure, les nouveaux types de canaux également, puisqu'on se retrouve avec des environnements qui sont intelligents, qui sont plus fixes, ils changent en fonction de votre transmetteur et de ce que vous transmettez. Donc, la façon dont la réflexion est faite va dépendre de ce que vous transmettez. Donc, on se retrouve typiquement dans un contexte non linéaire et également tous les problèmes de coexistence. Alors, sur la partie variation temporelle, on a des résultats qui datent d'un certain nombre d'années, et beaucoup de vous les connaissent, et en particulier sur les canaux non stationnaires, on a globalement des chercheurs des Bell Labs qui avaient également développé des papiers assez intéressants, en particulier Lando, Pollack et Slepian, sur lesquels on connaît le type de forme d'onde qu'il faut exploiter. Et il se trouve qu'il a fallu ces dernières années, si vous avez l'occasion de lire un certain nombre de papiers, où on arrivait à numériser et à avoir en fait des implémentations concrètes de ces systèmes-là qui marchaient très bien en continu. Et ce n'est que récemment, on a commencé à développer effectivement des structures type FFT, numériques, qui permettent de développer des systèmes de transmission à base de ces concepts-là. Et là, je pense qu'il y a également beaucoup de choses à faire sur simplifier, en particulier les précodeurs liés à ces Slepian waveforms, et sur lequel il y a encore du boulot à faire en termes de continuité. Le quatrième point dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement la nouvelle vision qui se pose aujourd'hui. Shannon était parti d'un modèle, et ce modèle-là avait globalement toute sa pertinence à l'époque, mais il y a deux choses qui manquent. La première chose qui manque, c'est le fait qu'un transmetteur aujourd'hui a une capacité de calcul assez phénoménale, et le récepteur a une capacité de calcul assez phénoménale. Le récepteur et le transmetteur, en raison des coûts de stockage, peut également stocker l'ensemble des communications du passé. Et quand vous êtes dans un contexte comme ça, ce qui se passe, c'est que plus vous communiquez, plus vous arrivez à comprendre la communication qui se met en place, et vous avez la capacité de créer ce qu'on appelle un modèle distribué de votre communication. Alors, il se trouve que le concept avait été développé déjà par Shannon et Weaver, ensemble, sur ce qu'on appelle le level P type of communication. Et globalement, l'objectif n'était pas de transmettre un bit pour un bit, mais de transmettre le modèle qu'on a appris. Parce que c'est ça, en fait, qu'on est en train de développer dans les structures, je dirais, 6G. On n'est plus dans une logique de vouloir transmettre les données, mais on est dans une logique de transmettre ce qu'on a appris d'un point vers un autre. On veut connecter l'intelligence. Et la question qui se pose, c'est quelle est aujourd'hui l'architecture qui peut être développée, en particulier de protocoles, et c'est ça en fait qui va arriver avec les 6G, qui permet de connecter des intelligences entre elles. Quand je parle d'intelligence, c'est un ensemble de différents types de devices qui ont des réseaux de neurones, qui font un certain nombre de calculs, et sur lesquels on n'extrait plus les données aujourd'hui, on les envoie, mais on extrait le modèle appris, et avec une volonté d'arriver à déduire une intelligence collective à partir de cette intelligence individuelle. Alors ça, c'est pas facile, puisqu'il faut arriver à développer un common understanding. Si vous avez également l'opportunité, je pense que c'est une piste très intéressante avec des workshops et un certain nombre de papiers qui développent ces aspects sémantiques avec beaucoup d'outils autour de la topologie en particulier pour arriver à extraire ce que Shannon appelait le meaning de vos données et globalement sur lequel vous allez développer ce type de transmission. L'autre point sur lequel également aujourd'hui on a un point, disons, de contrainte assez important, c'est la localisation. Donc ça, c'est un gros enjeu aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé à comprendre aujourd'hui quelles sont les limites fondamentales de localisation. Aujourd'hui, vous avez des chiffres, on vous dit, si vous avez l'intention de bosser la 6G, il faut arriver à faire une localisation à 1 cm de n'importe quel objet sur Terre. C'est énorme. La question, c'est est-ce que déjà, mathématiquement, fondamentalement, on arrive à atteindre cette localisation? Il faut savoir que pour la 5G, on parlait d'une localisation en indoor de 10 cm. Là, si vous regardez un petit peu les définitions de prérequis de la 6G, c'est 1 cm. 1 cm, c'est énorme. On n'a aucune notion aussi de comment se poser la question, est-ce que la configuration que j'ai en termes de fréquence de bande passante permettrait d'atteindre ça? Et donc on se retrouve avec une problématique assez importante de comment arriver sur un espace 2D, un espace 3D, avec certaines propriétés, à discriminer deux objets. Parce que c'est ça l'objectif que vous avez. L'objectif, c'est que vous avez une volonté de vous donner une limite fondamentale sur votre capacité de discriminer deux objets dans une certaine surface ou dans un certain plan, comme vous voulez, et avec un certain nombre d'hypothèses que vous allez faire. Est-ce que vous êtes dans un mode bruité, vous n'êtes pas dans un mode bruité, ainsi de suite. Alors ça, c'est quelque chose effectivement qui avait été déjà mis en place par Abe, qu'on appelle la théorie de la super-résolution. Et l'idée globalement, c'est que vous avez un certain nombre de mesures et vous devez reconstruire le signal.
Donc les gens qui viennent de la communauté Compressed Sensing, bien sûr, c'est un terrain de jeu dans lequel ils sont très sensibles, et sur lequel cette super résolution qui est aujourd'hui toute la communauté, en tout cas de télécom que je connais, bosse dessus, puisque aujourd'hui, on appelle ça, dans la terminologie télécom, du sensing, hein, c'est le mot qu'on utilise, hein, sur lequel les gens travaillent pour essayer de comprendre comment je peux reconstituer un signal 2D, un signal 3D, qui a une certaine formulation. Si vous me donnez le type de fonction que vous voulez reconstruire, je ne peux pas toujours le faire. Ici, il faut me donner une certaine expression de ce signal-là, et dans lequel on essaie de généraliser au maximum ce type de fonction, et en particulier en mode bruté, et sur lequel on essaie de faire des choses. L'autre également axe de recherche qui, je pense, est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage multi-agent. Et là, globalement, on a aujourd'hui l'ensemble des constructeurs qui a décidé de se séparer du cloud et de donner de la capacité de calcul quasiment sur tous les nœuds. Avec, vous voyez là, globalement, une grosse volonté, une grosse capacité de faire du calcul quasiment sur un mobile. D'accord ? Et la question, c'est aujourd'hui, vous allez porter de l'intelligence sur un certain nombre d'objets, et sur ces objets-là, vous voulez globalement qu'ils puissent communiquer avec leur intelligence. Puisque c'est ça qui se passe, vous n'allez plus transporter toutes vos données vers une structure centrale, mais vous allez faire du distribué. Alors premièrement déjà, ça c'est un autre contexte sur lequel je pense que notre communauté pourrait passer du temps, faire de l'apprentissage pour ceux qui sont sensibles sur des devices qui ont une capacité limitée est déjà d'une complexité extrêmement importante. D'accord ? Puisque si vous voulez faire de l'apprentissage, en particulier si vous voulez faire un algorithme de gradient stochastique, hein, vous allez faire l'apprentissage et l'optimisation. Hein. Et donc si vous avez un réseau de neurones, vous allez faire une première mouture qui est la première mouture qu'on appelle l'apprentissage, et sur laquelle vous allez faire globalement un gradient. Un gradient, c'est une dérivée. Si vous commencez à faire un réseau de neurones sur un capteur, vous allez avoir une résolution très réduite au niveau des poids. Vous allez avoir des poids qui peuvent prendre que des valeurs du type 0,1 par exemple. D'accord ? Si vous avez des poids qui ont des valeurs qui peuvent prendre que 0,1, on ne peut pas faire de dérivée dans ce cas-là. Ça semble évident. Mais nous, notre communauté, ça fait depuis longtemps qu'on a compris ça. Si je dois faire de l'optimisation et que vous me limitez à ce que mes poids dans un réseau de neurones peuvent avoir que des 0,1, c'est de l'optimisation combinatoire. Et ça fait depuis longtemps que nous tous, on fait de l'optimisation combinatoire avec des heuristiques très différentes, et dans lequel on peut développer en fait ce qu'on appelle des binary neural networks, ou des quaterny neural networks en fonction de la précision, et sur lequel l'ensemble de la communauté de codage, aujourd'hui, a en fait un terrain à explorer sur développer en fait de nouvelles structures ou architectures d'apprentissage pour des capteurs ou des IoT sur lesquels on veut faire directement. Et ça, c'est juste une petite anecdote pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà dans ce domaine-là pour notre communauté de codage, etc., sur lequel l'expertise est immense. Mais toujours est-il que quand vous développez un système comme ça, et sur lequel vous avez ce qu'on appelle des algorithmes de multi-agent reinforcement learning, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de comprendre si les systèmes qu'on développe vont converger et vont marcher et vont aller vers un point stable. Alors, dans le contexte, il y a 15 ans, sur lequel je travaillais avec beaucoup de collègues qui sont ici, on avait beaucoup travaillé sur ces systèmes-là, où le concept n'était pas de dire il y a un réseau de neurones et si on va faire de l'apprentissage ou du deep reinforcement learning. On se posait la question, effectivement, on a des agents qui sont rationnels et on va regarder ça d'un point de vue théorie des jeux pour voir si le système converge, qui était déjà une première étape. Alors, j'ai pas l'occasion de vous expliquer pourquoi ça va marcher. On peut passer beaucoup de temps et je peux vous expliquer pourquoi les systèmes SON, Self-Organized Network, qui étaient très à la mode dans les années 2007-2008 pour développer le concept de small cell, n'ont pas marché. Mais il se trouve que sur ces systèmes-là, on avait développé la théorie. Sur ce système-là, où on a un objectif de maximiser une utilité et dans lequel on a un algorithme bien défini, on ne sait pas comment ça marche. Et donc on est un peu coincé. Aujourd'hui, la communauté va sur des approches avec deux devices qui interagissent et sur lesquels on va regarder tous les cas, ou ce qu'on appelle la partie mean field, très large, et sur lequel il y a une grosse partie aujourd'hui de ce qu'on appelle du mean field deep reinforcement learning qui marche. Le gros inconvénient de ça, c'est le même inconvénient pour la communauté théorie des jeux qui est là, c'est qu'en général, quand vous voulez utiliser ce genre de système, votre fonction d'utilité n'a pas les bonnes propriétés, d'accord ? Et comme elle n'a pas les bonnes propriétés, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner les bonnes propriétés. Et on sait que pour donner des bonnes propriétés à une fonction, on la convexifie. Et la convexifier, comme on l'a fait, on prend ce qu'on appelle une espérance. Vous comprenez une espérance ? Et toute la majorité des travaux regardent en fait ce qu'on appelle des expected utility et regardent des résultats en moyenne. Mais sur un réseau que nous on développe, ça ne nous intéresse pas la moyenne. Parce que avoir un débit de 10 mégabits en moyenne où j'ai rien pendant un an et ensuite j'ai 100 mégabits, ça marche pas.
On est plutôt sur un concept, je ne sais pas comment le dire en français, mais de outage, ça veut dire qu'on veut une métrique où je vous assure un débit minimum à 99% des cas. Mais toujours est-il, je veux juste vous signaler que ça c'est un gros enjeu aujourd'hui. Vous avez une grosse communauté qui travaille sur les systèmes multi-agents, en particulier les systèmes multi-agents qui appliquent des algorithmes de type Deep Reinforcement Learning, et sur lesquels la compréhension de la convergence en fonction des fonctions d'utilité qu'on va essayer de développer ne marchera pas. Et sur les systèmes qu'on appelle Mobile AI et qu'on est en train de faire actuellement, on ne pourra pas les faire marcher si on n'a pas cette bonne compréhension de stabilité de notre système, et c'est un système qu'on déploie avec 15 nœuds, 20 nœuds, et dans lequel on donne beaucoup plus d'intelligence à ces nœuds-là, pourra marcher pour encore des algorithmes spécifiques dont je parlais. Autre point également qui m'est cher, c'est effectivement la grosse transition qu'on voit aujourd'hui, et vous le voyez aujourd'hui avec les sociétés qui sont en bourse, en particulier les sociétés de télécom qui commencent à fournir des systèmes de LIDAR. Regardez la valeur aujourd'hui des compagnies, des startups qui font du LIDAR, où aujourd'hui il y a une convergence entre ce qu'on appelle la communication et le sensing, c'est-à-dire des radars portatifs. Et donc là, la question, c'est comment développer des systèmes qui font les choses à la fois en même temps, et quel serait le type de forme d'onde optimale pour des conditions qu'on a en télécom qui permettraient de le faire. Alors bien sûr, vous pouvez toujours le faire en 2 étapes, mais si vous voulez faire quelque chose simultané parce que vous n'avez pas le temps, et les systèmes qu'on a aujourd'hui de voitures qui vont se déplacer, de robots qui vont se déplacer, que ces systèmes de com ou d'apprentissage qui vont passer, doivent arriver à explorer l'environnement et faire ces types de joint radar and communication. Et aujourd'hui, vous avez 2 tendances. Vous avez les gens qui vont faire de l'OFDM et se dire, bah, écoutez, je vais essayer de voir comment l'OFDM marche, et donc vont publier plein de papiers de performance avec des colonnes autour de ça. Et vous avez des gens qui vont faire ici de travaux, en particulier une communauté autour de ce qu'on appelle l'OTFS, donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont sensibles à ça, qui a essayé de développer sur les idées un peu de Slepian dont je parlais au départ, la capacité à voir des formes d'ondes qui vont faire ces 2-là, ou d'autres qui importent des idées de la communauté radar. Mais je dirais, toujours est-il, pour ce scénario-là, on est un peu perdu, globalement, sachant qu'on a des contraintes assez importantes de développer, aujourd'hui, ces systèmes-là qui font à la fois des communications en termes de sensing et com et sensing. Autre point également très important, c'est l'énergie. Bon, le débat après va en parler. L'énergie nous tient tous à cœur, et là, globalement, un bazooka vient toujours sur le domaine des télécoms en disant, bon, vous voyez, vous avez développé la 5G, il faut détruire les stations de base, etc. Je dois avouer que la communauté qui travaille dessus, et vous en faites partie, a pris le sujet déjà en 2008. D'accord ? Et certains d'entre vous ont été impliqués dans des gros consortiums, en particulier développés par mes collègues des Bell Labs en 2008-2009, et avaient lancé une initiative en 2010 qui s'appelait Green Touch, avec un objectif de réduire par 1000 la consommation par 2015. On y a tous à travailler, d'accord ? J'ai pas le temps, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet-là, à expliquer un petit peu ce qu'on a trouvé, les échecs, les réussites de cette partie-là, pour arriver en 2015 à développer un système qui réduit par un facteur 1000 autour de ça. Mais quelque chose qu'on n'a jamais touché, c'était de comprendre déjà d'un point de vue fondamental, quelle est la limite computationnelle d'un réseau. Ça veut dire, indépendamment de l'algorithmique que je mettrai dans un réseau, avec le meilleur algorithme du monde, jusqu'où je peux descendre en termes de bits par seconde par chose. On développe des métriques qui vont développer ça. Mais d'un point de vue fondamental, on n'a pas les outils. Et ça revient encore de manière beaucoup plus pressante. Il y a eu quelques années un papier de MIT assez intéressant qui donnait effectivement la facture énergétique, pas seulement des coms, mais également de la partie learning, et sur lequel l'impact CO2 a fait un petit peu peur à la communauté, et sur lequel on a chiffré un peu les choses, mais également on n'a pas eu une compréhension importante de se dire, mais jusqu'où on peut descendre? Parce que déjà, si je connais un peu la limite fondamentale, je peux savoir si déjà aujourd'hui on y est proche, ou encore il y a un gros gap à gagner encore par des méthodes qu'on n'a pas encore exploitées. Alors il se trouve que là il faut aller avec nos collègues physiciens, sur lequel il y a déjà des travaux qui ont été faits. En général, c'est pas un réseau, c'est un système de communication point à point, et sur lequel les gens vont essayer de regarder un petit peu quelles sont les limites physiques en termes de communication, et sur lequel, en fait, nous, on veut un résultat avec les constantes universelles. C'est ça qui nous intéresse, c'est de se dire, en prenant les constantes universelles qu'on connaît, d'un point de vue fondamental, où on est loin, où est-ce qu'on est proche. Donc sur la partie à la fois communication, et sur la partie, alors là je l'ai pas mis, mais sur la partie également computationnelle, il faut savoir que nos collègues travaillent dans certains scénarios, et sur lesquels je pense qu'il y a du travail à ramener ça, il y a mieux en fait l'appliquer dans notre scénario. Il y a également
le gros dada que en télécom on connaît, sur lequel moi j'ai eu beaucoup de critiques durant mes travaux, c'est que quand vous faites de la couche physique et vous améliorez 2-3 dB, ben vos collègues du dessus viennent et en fait ils commencent à mettre ce qu'on appelle un scheduler et tous les gains que vous avez fait disparaissent. En général, ben vous la prenez un peu mal parce que vous avez passé autant de temps à gagner 2-3 dB, en particulier mes collègues qui font du codage, et ensuite dès qu'on met ce qu'on appelle l'allocation de ressources ou des techniques, on perd tout. Ça fait longtemps que le cross-layer était là. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas résolu le cross-layer. D'accord ? C'est un point déjà que dans les années 98, pour le jubilé des 50 ans du papier de Shannon, il y a eu un certain nombre de papiers écrits par un certain nombre de personnes, en particulier Anthony Fremidis, qui regardaient en fait ce qu'ils appellent l'union qui n'a pas été consommée entre la partie information et communication, mais également networks. Et là également, on a deux approches aujourd'hui, et on cherche encore des approches intéressantes. La première approche, c'est de considérer le problème du cross-layer comme un problème de ce que j'appelle de l'optimisation et décomposition. C'est une fonction que vous allez décomposer, d'accord ? Et en fait, vous allez voir comment optimiser partiellement ces différentes fonctions et arriver à avoir un optimum. Et l'autre approche sur laquelle l'ensemble de la communauté a sauté, c'est de se dire, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire de bout en bout, parce que c'est un problème très difficile le cross-layer. J'améliore cette partie-là, ça va avoir un impact sur ça. Je considère ça comme une boîte noire. Et je commence à faire de la data, et je fais du data-driven approaches pour essayer d'améliorer ça. Je pense qu'on en est encore loin, mais ça vous donne un petit peu les pistes aujourd'hui sur lesquelles la communauté essaie de trouver une solution à ce type de problème autour de ça. Il y a encore 3 points que je ne vais pas détailler parce qu'il y a 2 choses que je vais parler. Il y a 3 points, j'aurais pu faire des transparents, mais je pense que je vais les signaler oralement. L'autre point sur lequel je pense qu'on n'a pas trop touché les choses et sur lequel la 5G a essayé de faire beaucoup d'efforts, c'est ce qu'on appelle le NOMA, le Non-Orthogonal Multiple Access. Ça veut dire qu'on a un certain nombre d'objets qui communiquent en même temps et sur lequel on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les techniques d'accès multiples qui marcheraient pour ça. Le nombre de papiers sur NOMA que j'ai vu dans les différents types de conférences, vous ne pouvez pas imaginer. Ça n'a pas été standardisé, c'est pas passé. Et sur lequel, effectivement, on est encore un petit peu à se demander si on peut faire de l'accès multiple massif et quelles sont les techniques pour approcher ça. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux sur le Large Scale Communication Theory qui a été fait, sur lequel, en particulier, sur les aspects non estimation de tous les éléments, parce que, ou ce qu'on appelle du ground free, pour ceux qui sont sensibles à ça, c'est du ground free communication, où il n'y a pas de protocole, parce qu'il y a tellement de capteurs, mais sur lequel on n'a pas encore avancé de manière assez importante. L'autre aspect également, c'est tous les gens qui ont sauté sur les travaux de Poliensky. Donc les travaux de Poliensky, comme vous savez, a essayé de regarder la problématique du codage en mode court. Et globalement, on sait bien qu'aujourd'hui, les communications sont très bursty. Et comme elles sont très bursty, globalement, vous n'avez pas toutes les conditions et les propriétés classiques d'un système de codage. Vous avez un paquet infini dans lequel vous faites votre entrelaceur, etc. Et sur lequel, aujourd'hui, on est encore dans un contexte multi-user, pas point à point et MIMO. MIMO et point à point, je pense que les travaux qui ont été faits récemment ont apporté des solutions assez sympathiques aux problèmes de compréhension, mais sur lequel, dans un réseau, quand tout le monde communique, avec des paquets qui ont différentes tailles, blocs courts, etc., on n'a pas les codes qui permettent de le faire, d'accord ? Et on n'a pas également l'approche pour le faire. Et le dernier point également qui est important, c'est les communications non cohérentes. Alors là, je pense que notre communauté est très connue pour ça. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les années 90, il faut savoir que notre communauté a été, disons, très reconnue mondialement, en particulier sur les techniques qu'on appelait les techniques aveugles, et la capacité de pouvoir transmettre sans estimer le canal. D'accord ? Ce qui, d'une certaine façon, est cohérent. Vous avez un système qui s'appelle Y égale HX plus N. Vous avez en fait la volonté de retrouver X avec 3 inconnus. D'accord ? Donc, vous avez une observation Y, mais H, vous ne le connaissez pas, X, vous ne le connaissez pas, et N, vous ne le connaissez pas. Alors, bien sûr, zone de confort, ce qu'on fait, c'est que dans un système de com, on revient dans une zone de confort, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le problème à 2 inconnus. D'accord ? X et N. Et comme N, on connaît ses propriétés, globalement, on arrivera à trouver globalement comment transmettre avec X. Et donc ça, ce qu'on a fait, c'est de l'apprentissage. Et il se trouve que dans les contextes de mobilité, c'est pas possible. Et ça va vite. D'accord ? Et là, globalement, on est un peu perdu de comment faire, en fait, des systèmes de communication qui arrivent, en fait, à transmettre de l'information de manière très propre et sur lequel il faut revisiter les protocoles qu'on fait. Typiquement, si votre canal bouge ou change à chaque, ce qu'on appelle temps symbole, donc H change aussi vite que X, en fait, avec un système de training, vous ne transmettez pas. Par contre, on sait bien que si vous faites du on-off keying,
On-off-keying, ça veut dire vous transmettez ou vous transmettez pas avec à la réception ce qu'on appelle un détecteur d'énergie. On arrive à transmettre des bits. Et ça, c'est intéressant. On peut même transmettre du très haut débit si vous avez une bonne grande bande passante. Mais vous arrivez à transmettre un bit par temps symbole, et on peut montrer même qu'un fort SNR, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est du on-off-keying. En MIMO, il y a eu des travaux qui ont été faits dans la fin des années 90 par David C., qui a essayé de regarder en fait ce qu'on appelle les approches Grassmann, ce qu'on appelle les Grassmann manifolds, qui est grosso modo essayer de trouver des structures de matrices dont les propriétés ne sont pas cassées quand elles traversent le canal. D'accord? Et en particulier conserver un certain type de propriétés que vous allez retrouver au récepteur et sur lequel votre détecteur va les exploiter. Par exemple, si votre canal MIMO a des propriétés qu'on appelle ID, relais, etc., vous allez embed, vous allez mettre l'information dans l'orthogonalité des lignes et en réception, vous allez arriver à exploiter ça, par exemple. D'accord? Et globalement, dans un contexte multi-user, etc., je pense qu'on a touché la surface. J'ai quelques collègues que j'apprécie énormément qui ont travaillé sur les tenseurs et sont une approche également qui permettent de résoudre ce genre d'approche, et sur lequel aujourd'hui, sur le contexte de mobilité très rapide, on est en manque d'outils pour le faire, en particulier pour essayer de trouver des types de codes qui permettraient effectivement de transmettre sans connaître le canal ou globalement avec une connaissance ou certaines limitations. Tout ce que j'ai dit, bien sûr, se translate en techno. Et ces technos-là seront développés pour votre information d'ici, je pense, 2026. Parce que si on veut lancer un certain nombre de ces technos-là vers la 6G, globalement, il faut qu'elle soit prête par 2026 pour qu'elle commence le processus de standardisation. Et là, vous avez une liste sur laquelle, en particulier la communauté télécom bosse de manière active, mais sans avoir de guide. Sans avoir de guide, ça veut dire en essayant d'aller à droite, à gauche, sans savoir vraiment où on va, mais en se disant oh, je propose ça, mais sans savoir globalement est-ce qu'il y a des principes qui guident, et c'est les principes dont je parlais, c'est les principes dont je parlais avant. Mais toujours est-il, les contributions existent. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les formes d'ondes post-OFDM. Vous avez également des nouvelles notions qui sont au-delà de la capacité qu'on appelle le Age of Information. Je ne sais pas comment le traduire en français, je suis désolé. Vous avez également la notion de communication sémantique. Vous avez également ce qu'on appelle le MIMO ultramassif. Vous avez également les approches qui regardent la combinaison du NOMA et OMA, vu que NOMA n'avait pas marché. Vous avez également une grosse tendance aujourd'hui de se dire il faut revenir à l'analogique. Le numérique a de gros soucis de consommation, etc. Il faut revenir à l'analogique. Vous avez également la notion de ce qu'on appelle l'IA pervasive, avec toutes les problématiques dont je parlais tout à l'heure, les aspects code polaire 2.0, une notion également de timing channel sur lequel on va mettre de l'information sur l'arrivée des paquets. Vous avez également toute la partie holographie spatiale qui vient des gens qui font de l'optique, qui aujourd'hui touche la communauté qui fait des télécoms, les communications terahertz. Vous avez également cette volonté de mixer la partie computationnelle et le codage, le Joint Sensing and Communication, également tous les aspects au-delà du cellulaire pour aller en 3D, qui est un gros enjeu pour nous aujourd'hui. Quelles sont les structures qui permettent d'empiler aujourd'hui un certain nombre de cellules en 3D pour avoir une couverture à différentes altitudes. Également tout ce qui est le line of sight dont je parlais tout à l'heure, qui est un gros enjeu aujourd'hui. Vous avez également toutes les architectures sub-Nyquist. Vous avez également la partie wave focusing, les transceivers AI, à savoir tous les approches auto-encodeurs, la localisation, les surfaces intelligentes et le channel charting. Donc ça vous donne un petit peu un panorama. Là, je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps et je vais parler en deux, trois exemples sur un autre chantier qui me tient à cœur, qui est la partie computing. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que la partie com. Je vais pas passer autant de slides comme je l'ai fait sur la partie computing, et je vais aller rapidement, mais là également, il y a un gros enjeu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il faut savoir que la barrière entre ce qu'on appelait avant le département de computer science et le département de electrical engineering n'est pas très clair dans beaucoup de facs aujourd'hui. Vous avez des transferts de gens qui vont d'un sens dans un autre. Pourquoi? Parce que globalement, il y a une hybridation aujourd'hui de compétences qui vont des gens qui font du computer science vers des communications, et des communications qui vont vers du computer science. C'est le cas également dans le monde industriel. Moi, j'ai eu du mal à mettre des architectures dans les différents centres que j'ai montés pour bien clarifier, toi, tu es plutôt quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui fait ça. C'est devenu très, très, très compliqué aujourd'hui de différencier parce qu'on est vraiment dans une convergence de la partie communication et de la partie computationnelle. Alors, quels sont aujourd'hui, à mon sens, les paradigmes que je vois au niveau du calcul?
La première chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a pris conscience que il faut bouger, globalement, les données, ou il ne faut pas bouger les données vers où est le calcul, mais il faut bouger le calcul vers où sont les données. D'accord ? Tous les gens qui travaillent sur les techniques faites de rated learning, etc., font partie de ça. Ils ont bien compris qu'aujourd'hui, pour accélérer le processus, c'est énormément inefficient de vouloir tout le temps déplacer les données vers la partie calcul et revenir. Il faut déplacer la partie calcul directement là où sont les données. D'accord ? Et dans les nouvelles architectures un peu post-von Neumann, c'est également ce qu'on exploite aujourd'hui. Deuxième idée, c'est que ce sont la partie calcul ou les modèles qu'on a récupérés de ces calculs-là qui vont être prioritaires et qui vont réduire le type de données qu'on doit transmettre. Et donc on va transmettre de moins en moins de données, plus on fait de calcul, puisqu'on arrivera à extraire de plus en plus rapidement de l'information. Et là également, bon, j'ai mis un certain nombre de terminologies dont peut-être vous n'êtes pas sensible et sur lesquelles la communauté travaille, en particulier le in-network computing. L'autre également, c'est que sur les aspects également aller plus vite et réduire la latence en particulier, on s'est rendu compte également que la partie prédictive et calcul joue un rôle très important. Et donc on peut utiliser également toutes les techniques, et c'est un gros shift aujourd'hui, d'utiliser le calcul pour réduire la latence et également tous les défauts. Et enfin, le calcul, aujourd'hui, on voit bien, révolutionne la façon de faire du design. Plus globalement, dans tout ce qui est les modèles qu'on avait, on est plus sur des approches calculatoires aujourd'hui que des approches de modélisation, bien que de mon point de vue, il y a un travail à faire aujourd'hui à bridger les deux aspects, à la fois ce qu'on appelle les model-driven et data-driven approaches. J'ai pas l'occasion d'en parler, où je pense que sur un système de communication, on a beaucoup de legacy historique en termes de ce qu'on connaît. Il y a des choses qu'on connaît pas. Mais reprendre une approche boîte noire n'a pas de sens. Il faut se poser la question de se dire, il y a des choses que je connais, il y a des choses que je connais pas. C'est une boîte grise et sur laquelle je vais mettre des a priori. Je vais faire en fait mon apprentissage en faisant ça. D'ailleurs, aujourd'hui, la communauté, ce qu'elle fait en général, c'est qu'elle prend un modèle pour aller très vite. Donc c'est ce que font mes collègues en ce moment. Ils prennent un modèle, ils génèrent de la data de ce modèle-là. Cette data-là est ensuite transformée en une lecture réseau de neurones. Donc ils vont faire en fait un réseau de neurones de ça. Et puis ils vont prendre les vraies données réelles et ils vont, au lieu d'initialiser leur réseau de neurones sur ce qu'on appelle des poids aléatoires, ils vont commencer par exactement où le système du modèle les a optimisés, et ça permettra d'aller plus vite en termes d'amélioration. Alors ça marche bien tant que le modèle n'est pas trop mauvais, mais quand le modèle est trop mauvais, en fait, vous ne gagnez pas grand-chose. Donc on va passer du temps sur les approches pour le faire. Et bien sûr, il y a des gros challenges. D'accord ? Ça, je vous ai donné, c'est un petit peu l'état d'esprit aujourd'hui des gens qui font du computing. Vous avez ici toute une liste, aujourd'hui, d'approches sur lesquelles il y a du travail à faire, en particulier nous, pour essayer de mieux comprendre ces communautés-là sur les avancements qu'elles font et comment elles peuvent nous apporter. Et là, vous avez une liste, en particulier ce qu'on appelle le Approximate Computing Theory. Il n'y a pas de raison d'avoir un résultat précis, et on le sait, parce que tout compte, en fin de compte, c'est le résultat final. Vous avez le In-Memory Processing Theory dont je parlais, le Intelligent Storage Theory, le Intelligent Networks Theory, le In-Network Computing Theory. Vous avez également le Clone Computing Theory, pour ceux qui font qui sont dans la communauté théorie de l'information. Il y a le Coded Computing Theory, avec beaucoup de travaux dessus, le Quantum Algorithmic Theory, les Ising Computation Theory, également la partie spatiale, pour mieux comprendre les architectures, les architectures post-von Neumann, la partie symbolique et également l'analogique qui revient en ce moment. Je pense que je vous ai donné un aperçu assez rapide et avec assez d'éléments pour vous, pour mieux comprendre un petit peu l'état aujourd'hui des systèmes. Je vous ai donné également les pistes qui, à mon avis, sont prometteuses, sur lesquelles il y a du travail. En particulier, j'ai essayé de détailler au mieux les pistes télécom pour essayer de vous montrer que ces challenges-là, s'ils ne sont pas résolus, on va continuer à trouver des solutions sans bien comprendre un petit peu les limites fondamentales et sur lesquelles je pense la communauté académique a l'occasion, et c'est votre responsabilité, je pense, d'arriver à nous guider pour nous permettre effectivement de faire l'ingénierie de ces concepts. Parce que pour faire l'ingénierie, ça, on sait bien le faire. Voilà, merci. Merci, Meron. Alors, merci pour les idées. Il y a moyen de faire quelques dizaines de thèses, je pense. C'était le but, c'était de vous donner un certain nombre de pistes. Les transparents seront disponibles. Et donc, si vous voulez sauter sur une des thématiques, n'hésitez pas. Donc, on va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a.
Merci pour ce talk. Sur la limite énergétique de computation, il y a quand même le principe de Landau, la limite de Landau-Shannon-Weaver, qui est très proche, qui ressemble à la limite de Shannon en fait, où là on nous dit voilà, la limite inférieure qu'on ne peut pas dépasser pour reprocesser un bit. Il y a des expérimentations qui ont été faites et en fait ils ont montré que ça fonctionnait assez bien dans le cas où on efface un bit. Maintenant, si on fait effectivement des opérations non réversibles, là la limite on la connaît pas. Donc il y a quand même ce principe-là pour la computation. À un moment donné, tu disais qu'on ne savait pas trop où était la limite, mais on en a une quand même. Alors ce que je disais, c'est qu'on ne connaît pas d'un point de vue réseau. On connaît d'un point à point ou un truc, ou un système fermé. Enfin, je veux dire point à point ou un système computationnel. Donc ce que tu dis est vrai. Dans les années 80, en particulier Bennett qui est très connu dans ça, et IBM s'était posé la question, c'est globalement, si j'ai un ordinateur qui pèse 1 kg, globalement, quelle est la limite fondamentale et l'énergie que je dois consommer pour faire. Et donc, il s'était posé ces questions-là, et on s'était retrouvé avec des limites du type ln de 2 joules, c'est connu, donc un bit pour l'effacer ou va te coûter en termes d'irréversibilité ln de 2 joules, et sur lequel il y a ce calcul-là. Mais sur un réseau, j'ai aucune idée. Donc je peux le faire sur un transmetteur-récepteur, c'est ce qui a été fait, d'accord. Mais sur une limite d'un réseau, je ne sais pas. Et quand tu te poses des questions où tu veux avoir des benchmarks de type « mon objectif, c'est d'ici 5 ans réduire par 1000 un réseau », oui, je peux te faire des trucs, mais je ne sais même pas si je suis loin, et on n'a aucune idée, pour un réseau aujourd'hui télécom, est-ce qu'on est proche de ce qu'il faut faire, ou il y a encore un gap, ou il n'y a pas de gap. Donc on tâtonne. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, merci Erwan pour cet exposé très large. Tu n'as pas parlé du spatial. Il y a beaucoup de projets de très grandes constellations, à plus de 3000 satellites de télécommunications. Là. Comment le spatial intervient sur les enjeux? Je pense que moi, le spatial est un, disons, champ d'application sur lequel l'ensemble des points que j'ai mentionnés peuvent s'appliquer. Il y a quand même effectivement dans le spatial, disons, des problématiques très spécifiques sur lesquelles il faudra adapter un petit peu les visions dont je parlais. À savoir, si tu veux faire du line of sight en spatial, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question s'il ne faut pas le faire avec la lumière, d'accord, pour parler entre les deux, etc. C'est un sujet aujourd'hui, et en particulier sur l'objectif de la 6G qui est de faire de la couverture 3D, pour la simple raison qu'on sait qu'on aura du trafic de drones. Les questions se posent aujourd'hui de la bonne combinaison entre un réseau cellulaire terrestre et un réseau cellulaire spatial. Dans le process de standardisation, ils appellent ça du Integrated Cellular and Satellite Next Terrestrial Network et la combinaison des deux. Je ne connais pas encore le domaine très précis des contraintes qu'il y a dans le spatial pour aller jusqu'au bout. Mais c'est clair que les travaux aujourd'hui regardent principalement des idées du type je vais faire du MIMO distribué sur des satellites pour faire une couverture, ce qui est normal, voilà, j'ai plein de terminaux, je vais faire du MIMO distribué sur des satellites, qui essaie de regarder un peu la mobilité conséquente et comment faire cette transmission, l'autonomie d'énergie. Mais je pense que beaucoup des approches que j'ai données, si elles sont solutionnées, ce ne sera pas très difficile de les appliquer au spatial, sauf s'il y a des choses que je n'ai pas vues qui sont très spécifiques, peut-être que tu connais un peu mieux le domaine, au spatial. Voilà. Et par contre, ouais, le spatial va venir pour les gens qui font du cellulaire, il faut savoir, et c'est un concurrent. Alors, nous, on le voit pas comme un concurrent. On se dit, de toute façon, il faut être en bonne entente. On va faire de l'intégration entre les deux. On sait les défauts du spatial, c'est la latence, ça c'est connu. Il y a beaucoup d'avantages. Et donc la grosse question, c'est comment harmoniser la latence qui est primordiale pour les réseaux du futur, en particulier sur ce qu'on appelle l'Internet industriel, la voiture autonome, enfin plein d'enjeux, et sur lequel on sait que le spatial ne peut pas gagner là. Mais le spatial a beaucoup d'avantages en termes de couverture des zones non habitées. Tu dois bien connaître le domaine, les drones marins, etc., sur lequel on ne peut pas avoir de couverture cellulaire dans la mer, et ainsi de suite. Question là, ouais. Bon, merci Merwan pour ton exposé. J'ai vu que la fin, mais il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. C'est quand tu as parlé sur les canaux MIMO, pour l'estimation aveugle des canaux MIMO, avec les approches tensorielles. Bon, j'aime bien ça. Et je voulais savoir ce que tu mettais derrière
exactement sur l'utilisation des méthodes tensorielles? Alors ça, c'est principalement les travaux de quelqu'un que j'apprécie, qui s'appelle Maxime Guillot, sur lequel il travaille sur ce qu'on appelle du tensor-based modulation. Et c'est un peu l'idée dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas que Maxime Guillot, hein, il y en a d'autres, et sur lequel tu vas en fait envoyer de l'information sur une structure tensorielle qui ne va pas être détruite par ton canal avec certaines propriétés et que tu vas essayer de recouvrir dans un contexte multi-accès. Aujourd'hui, toutes les approches qu'on a en non cohérent, c'est principalement des approches qui viennent dans le domaine du Grassmann manifold, où tu vas essayer de trouver en fait des géométries riemanniennes et sur lesquelles tu vas essayer de voir certaines propriétés qui vont être conservées pour un type de canal. Là, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'il faut que tu spécifies les statistiques de ton canal, parce que un canal du type Rayleigh, Fading, IID a des propriétés d'invariance par rotation, etc., ça, sur lesquelles les choses vont être conservées. Si ta matrice de canal a des structures bien plus précises, là, tu te retrouves déjà dans un contexte plus compliqué pour développer une structure dont tu sais qu'elle ne va pas être modifiée par le canal. Donc regarde les travaux ça s'appelle TBM, hein, Tensor Based Modulation. Il y a un certain nombre d'autres trucs qui ont été faits par Maxime Guillot, alors je ne sais pas si Petar Popovski, enfin tu as un certain nombre de gens, je pourrais te donner les éléments dessus. Hein. Mais Maxime Guillot, c'est sûr. Bon, je vous propose d'arrêter maintenant pour respecter à peu près le timing et de remercier encore chaleureusement Merwan pour son talk. Merci.